Bonsoir à tous et bienvenue. Affecté au Liban, le nonce apostolique fait ses adieux au président Alassane Ouattara. Il a été reçu au palais de la présidence ce mardi. Les deux hommes ont évoqué la qualité des relations entre Abidjan et le Saint-Siège. La liste électorale sera révisée du 19 novembre au 10 décembre 2022. C'est ce qu'on apprend du président de la CEI ce mardi. C'était à l'occasion d'une rencontre entre la commission électorale indépendante et des partis et groupements politiques. Et puis que savent les Ivoiriennes du cancer du sein? Sont-elles bien informées? Durant le mois d'octobre, la NCI sensibilise au dépistage de cette maladie qui touche en majorité des femmes. À l'approche des élections municipales, le président de la CEI annonce que la liste électorale sera révisée du 19 novembre au 10 décembre prochain. C'était à l'occasion d'une rencontre entre la commission électorale indépendante et des partis et groupements politiques. Des échanges qui ont permis à Ibrahim Kuiber-Koulibaly de faire des éclairages sur ce processus et donner des assurances à ses hôtes du jour. Timé Danger, Tanguy Kona. Commissaire de la CEI, commission électorale indépendante et représentant des forces politiques du pays, à nouveau face à face. Au centre de la nouvelle rencontre à l'initiative de l'institution électorale du pays, le processus de révision de la liste électorale, prévu se tenir sur le territoire national du 19 novembre au 10 décembre prochain. Face aux appréhensions que suscite l'opération, le président de la CEI lève des équivoques. Il y a un chronogramme qui dit que la liste électorale, au regard de laquelle la qualité d'électeur conférée aux citoyens doit être établie 3 mois avant les élections. Or, les élections locales, c'est pour octobre. Alors, si nous, on ne le fait pas maintenant, on va contrarier la loi. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en place les commissions locales. Mais sans préjudice, bien entendu, des partis politiques qui vont nous rejoindre. La preuve en est que, par le passé, le PDCI n'a pas participé aux élections, à la révision de la liste électorale, n'a pas participé à l'élection du président de la République, mais a participé aux législatives. Le ciel n'est tombé sur la tête de personne. Nous ne le faisons pas pour les contrarier, nous faisons par respect de la loi. Et nous faisons tout pour traîner un peu les pas pour pouvoir les recevoir. Outre ces éclairages, le président de la CEI donne des assurances quant à la conduite de l'opération dans une approche participative et transparente. Quand les élections vont commencer, on va vous inviter encore à nous donner la liste des personnes que vous voulez. Alors si ça se trouve que vous êtes arrivé à la commission, vous allez envoyer votre représentant. Des participants pour leur part saluent la rencontre qui permet de préparer l'opération à venir. Pour ce qui nous concerne RHDP, ça nous permet d'adapter notre organisation au mode opératoire de la commission électorale indépendante afin d'amener nos partisans, nos sympathisants et nos militants à participer de façon massive et de façon active à la révision de la liste électorale. Nous avons été édifiés. Le président de la CEI a donné vraiment les rudiments de la révision et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses et dissiper certains doutes. Nous repartons satisfaits. Et nous voudrons vraiment profiter de votre mot pour saluer le travail que la commission électorale est en train de faire. Nous voudrons vraiment compter sur elle pour que les opérations puissent se dérouler dans un esprit de paix, comme déjà l'opération précédente qui vient de se dérouler, le renouvellement des bureaux des commissions locales. Notons que la diaspora est également concernée par la révision de la liste électorale. L'opération va y être exécutée du 26 novembre au 10 décembre 2022. Comment rendre la filière palmier à huile plus compétitive? C'était l'objet d'un atelier à Divo qui a réuni les acteurs du secteur. Pendant 2 jours, ils ont identifié les défis de la filière et les solutions pour qu'elle soit plus productive et surtout créatrice d'emplois pour les femmes et les jeunes. Mardoché Kwasi. La transparence dans le mécanisme de fixation des prix, la motivation pour la certification et la question du financement de la réhabilitation des pistes d'accès aux populations. Ce sont entre autres les recommandations qui découlent de 2 jours de réflexion, à Divo, entre les acteurs de la filière palmier à huile et les experts du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, PCCET. Objectif, redynamiser la filière afin de la rendre plus compétitive et génératrice d'emplois. Les préoccupations qui ont été soulevées pour atteindre ces objectifs concernent notamment la question donc, de la productivité,
agricole, la question je dirais, de la recherche pour faciliter donc le travail, la question de la mécanisation, la question, je dirais, de la vulgarisation des résultats de la recherche, la question de l'encadrement, de la formation, la question de la valorisation des sous-produits depuis le bord champ jusqu'à à la sortie de l'usine. Des échanges salués par les acteurs de la filière palmier à huile qui disent attendre impatiemment la mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre de Divo. On a débattu et vraiment sincèrement, ça a été pris en compte. Mais je prie Dieu que là où il va envoyer tous ces projets-là, que ça puisse vraiment, au niveau du gouvernement, puisse prendre ça en compte pour que nos rêves se réalisent. La Côte d'Ivoire produit 2 millions de tonnes de régime de palme par an sur environ 290 000 hectares de plantation. 500 000 tonnes d'huile de palme brute découlent de la transformation de ce produit, ce qui fait de la Côte d'Ivoire le 2e producteur africain et le 8e mondial. En Côte d'Ivoire, plusieurs enfants sont atteints de paralysie cérébrale, une maladie du cerveau qui se manifeste par un retard dans leur développement, souvent stigmatisé. Ces enfants sont rejetés par plusieurs. Les parents et plusieurs organismes militent pour un changement de regard envers ces derniers. Mythilène Légré, Mathurin Badé. À 10 ans, Jean-Marc ne peut ni marcher, ni s'asseoir, ni parler. Depuis sa naissance, il souffre d'une paralysie cérébrale, une maladie du cerveau qui provoque un retard de sa croissance. 2 jours après la naissance, on a fait les 3 CHU d'Abidjan parce qu'il était atteint d'une infection au niveau de l'ombrelle. À la suite de cela, à l'âge de 8 mois, on a commencé à constater que les malformations ont commencé. L'homme qui fermait la bouche n'arrivait plus à fermer totalement. Il n'arrivait plus à s'asseoir seul. Quand il s'assoit, il tombe seul. Et nous sommes rendus dans plusieurs centres. On nous a dit qu'à la naissance, il avait avalé l'eau de placenta. Généralement, on a l'eau qu'on appelle l'eau sale. Donc on n'a pas vu dessus, ce qui a fait que le cerveau a été endommagé. Comme Jean-Marc, plusieurs enfants souffrent de cette pathologie, souvent associée à des sorts maléfiques. Qualifiés parfois d'enfants serpents ou d'enfants de malédiction, ils sont difficilement acceptés dans la société. Il y a 3 ans, Herman et sa femme ont accueilli leur première fille qui a été atteinte par cette maladie. Depuis, ils ont été abandonnés par leurs familles respectives. Moi et mes propres parents, lorsqu'ils ont vu l'enfant, ils ont trouvé que l'enfant était un enfant serpent, qu'on va l'accompagner. Elle-même à son niveau aussi, au niveau de sa famille, lorsque sa maman a vu l'enfant, elle dit « Ah, si ça vous fatigue là, venez au village avec elle, on va voir comment on peut faire pour l'accompagner. » Chez nous, quand on dit accompagner l'enfant, ça allait tuer l'enfant. Ça nous fait mal. Aujourd'hui, nous souffrons. Et nous sommes seuls à souffrir parce qu'autour de nous, tout le monde nous a abandonnés. Troubles du neurodéveloppement qui affectent la motricité et le langage, la paralysie cérébrale ou l'infirmité motrice cérébrale est la première cause de handicap chez l'enfant, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, cette maladie touche plusieurs enfants. Les chiffres exacts restent pour l'heure incertains, mais ce qui est prouvé, ce sont les causes de cette pathologie qui peut survenir de diverses manières. On peut avoir un AVC anténatal qui peut en être la cause, un accouchement difficile avec une hypoxie, donc un manque d'oxygène au cerveau lors de l'accouchement, et des facteurs de risque très importants qui sont des infections maternelles pendant la grossesse. Dès que le parent constate un retard dans le développement de l'enfant, un enfant qui ne tient pas la tête, qui ne s'assoit pas à temps, qui ne marche pas à temps, ça doit inquiéter le parent pour qu'il puisse consulter afin que nous puissions faire des examens et en fonction de ça, conduire la prise en charge adaptée. Dans bien des cas, les parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale préfèrent vivre dans l'ombre pour éviter d'être stigmatisés. Depuis 2 ans, Marcel s'est engagé dans un combat pour un changement de regard vis-à-vis de ses enfants. La société n'a plus le droit et ne doit pas regarder l'enfant comme un enfant, on va dire, à charge ou un enfant méprisable, ni stigmatiser les parents, mais aider les familles à traverser cette épreuve qui est très difficile. La prise en charge des enfants souffrant de paralysie cérébrale n'est toujours pas subventionnée par le gouvernement ivoirien. Les charges reposent entièrement sur les parents qui sont obligés parfois de mettre un terme à certains traitements, faute de moyens financiers. J'arrivais à payer les médicaments
dans les débuts. Mais actuellement, là, sérieusement, je n'ai plus... En fait, c'est difficile même pour moi de pouvoir avoir. Parce que je prends par exemple une ordonnance qui me revient à 30 000 francs chaque semaine. Vraiment, c'est pas facile. Au niveau de l'État, je demande un soutien qu'il puisse nous aider au niveau des médicaments, voir la réduction, parce que les médicaments même certains ne passent pas sur bon. Depuis des années, ce centre médico-psychosocial soutient les parents dans l'éducation de ses enfants. Mais la plus grande difficulté demeure l'accompagnement du gouvernement. C'est vrai que l'État nous vient en aide, mais vraiment, elle est insignifiante. Il y a les charges fixes, il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte parce que nos matériels avec lesquels on travaille en classe, ce n'est pas les fournitures scolaires de tous les jours. Non, non, non. C'est des jeux éducatifs, c'est des activités vraiment adaptées. Les organismes qui militent en faveur de ces enfants souhaitent un changement de mentalité afin de permettre aux parents de sortir de l'isolement et faciliter l'insertion sociale de tous les enfants souffrant de paralysie cérébrale. La lutte contre le cancer du sein se poursuit en Côte d'Ivoire et elle s'intensifie en octobre, un mois consacré à la sensibilisation au dépistage de cette maladie dont 2000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année avec en grande majorité des femmes. Que savent-elles de cette maladie qui peut être mortelle si elle n'est pas dépistée à temps? Leur reportage de Nadjaïdja et Fulgence Kissiedo. Chez la femme, le cancer du sein est le plus courant au monde avec en 2020 2,2 millions de cas détectés, 685 000 décès et une femme sur 12 touchée. En Côte d'Ivoire, pour la même année, sur 3 306 nouveaux cas, on compte environ 1% chez les hommes. Mais que savent les femmes, principales touchées par cette maladie? J'ai entendu parler partout, à la télé, à la radio, il y a la sensibilisation partout. Toucher les seins, toucher pour voir s'il n'y a pas des douleurs, il n'y a pas des boules, des trucs comme ça dans le sein. Je le fais parce que moi j'ai entendu dire aussi que les femmes qui ont une poitrine un peu forte sont beaucoup sujettes de cancer du sein. J'ai entendu dans les cours à l'école que le cancer du sein est parfois dû à certains trucs qu'on mange par exemple. Et on fait des tests gratuitement. On parle que d'arrêter de mettre l'argent au milieu des seins, que ça donne cancer, que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que j'étais au CHU, j'ai vu des gens qui ont fait ça, c'est pas du tout joli. La maladie existe vraiment. Il y a d'autres même qui meurent de ça, donc ça existe vraiment. D'autres même, on leur coupe les seins. De façon générale, le cancer du sein est dépisté en Côte d'Ivoire à un stade tardif, avec 74% des détections autour des stades 3 et 4, occasionnant 1785 décès en 2020. Pourtant relevée tôt, cette pathologie peut se guérir, comme le souligne le thème de la campagne 2022 d'Octobre Rose. J'ai déjà entendu parler d'Octobre Rose, je pense que ça concerne les femmes qui ont le cancer du sein. Et c'est aussi une sensibilisation aussi pour comme on appelle, prévenir le cancer du sein aussi. Je pense bien. Octobre Rose, c'est déjà un mois qui est consacré à la femme et particulièrement pour le cancer. Particulièrement pour le cancer du sein. Bon, pendant ce mois-là, je sais qu'il y a aussi des campagnes de sensibilisation, il y a aussi des campagnes même d'incitation à faire des dépistages et tout ça. Sur l'ensemble des cancers, celui du sein détient le taux de mortalité le plus élevé, avec 25%. Depuis quelques années, le CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et radiothérapie Alassane Ouattara, s'occupe de la prise en charge des malades. Je vous le disais en titre, le nonce apostolique Paolo Borgia quitte la Côte d'Ivoire pour le Liban. Il a fait ses adieux au président Alassane Ouattara ce mardi, l'occasion pour les deux hommes d'évoquer la qualité des relations qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le Vatican. Pierre Dipomélin. Les relations entre le Vatican et la Côte d'Ivoire sont excellentes, à en juger par la visite récente du président Ouattara au Saint-Siège et sa rencontre avec le pape François. C'est ce qu'a indiqué le nonce apostolique en fin de mission en Côte d'Ivoire, à l'issue de son audience d'adieu avec le chef de l'État ivoirien. La visite du président Son Excellence Ouattara au Saint-Père, c'est le signe des bonnes relations entre
de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et nous avons parlé aussi des rapports entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire et aussi de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Église catholique, la collaboration dans différents domaines. J'ai assuré le président, je le remercie pour l'appui à l'Église catholique et à ses initiatives et j'ai aussi assuré au président la disponibilité du Saint-Siège de l'Église catholique à collaborer toujours plus dans les domaines qui sont chers soit à la Côte d'Ivoire, soit au Saint-Siège, que c'est le développement humain intégral, le bien-être. Les 15, 16 et 17 septembre dernier, le président Ouattara s'était rendu avec son épouse au Saint-Siège et a participé à la messe pour la paix en Côte d'Ivoire, à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Prochaine destination de Paolo Borgia, Beyrouth, au Liban. Du sport à présent, le comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 affûte ses armes. Une mission conduite par son président François-Albert Amichia était au Qatar qui accueille dans quelques semaines le prochain mondial. Entretien et visite de site ont marqué ce séjour. Le récit de Salifi Alekwe. Une délégation du COCAN, conduite par son président François-Albert Amichia, a séjourné au Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde de football. Objectif : s'imprégner de l'expérience de ce pays du Golfe, dans les secteurs clés de l'organisation du mondial, prévu du 20 novembre au 18 décembre 2022, avec à la clé un partenariat entre les deux comités d'organisation. Un séjour fait de plusieurs entretiens, Nasser Al-Khater, président du comité suprême d'organisation de la Coupe du monde de football, et Cheikh Ahmad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, président de la Fédération qatari de football. Ils se sont engagés à apporter leur soutien au COCAN 2023, dans sa mission d'organiser la plus belle fête continentale du football africain en terre ivoirienne. La délégation a aussi visité le stade Al Rayana, d'une capacité de 40 000 places, et le musée du football du Qatar. Un site qui retrace l'histoire du football dans ce pays depuis 1940, les étapes de sa candidature pour le mondial, la construction des infrastructures sportives et non sportives. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, initialement prévue en 2023, se tiendra en janvier et février 2024 sur les bords de la lagune Ébrié. 5 localités du pays vont abriter cette CAN 2023. Ce sont Abidjan avec ses 2 stades, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Toujours dans le sport, Maître Alain Zunon est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il a rencontré à cet effet les maîtres de salle de la Ligue de Port-Bouët. Objectif, leur présenter son projet pour le taekwondo ivoirien et solliciter leur voix pour le scrutin du 15 octobre prochain. Mardoché Kwasi, Tanguy Conan. Près d'un an après les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo, tenues le 30 octobre dernier, les taekwondoïnes ivoiriens repartent aux urnes le 15 octobre prochain pour élire le président de leur fédération suite à une procédure judiciaire qui a annulé la dernière Assemblée générale élective. Parmi les candidats pour diriger cette fédération figure Maître Alain Zunon, un ancien de la maison qui entend mettre son expérience au service du taekwondo ivoirien et de ses acteurs. Il l'a indiqué face au maître de salle de la Ligue de Port-Bouët qu'il a rencontré la semaine dernière. J'estime qu'après 12 années d'expérience dans la direction fédérale, je peux faire mieux que ce qui s'est déjà fait et donner au taekwondo le niveau qu'il a eu en 2016, au moins ça. Nous avons un programme bien précis qui commence par les maîtres de salle qui sont vraiment le point le plus important de notre mission. Il faut aussi décentraliser le taekwondo pour que tous les pratiquants, qu'ils soient à l'est, au nord, au sud, pas à Abidjan seulement, que ceux-là puissent participer aux grandes compétitions pour nous permettre d'avoir plus de grands compétiteurs. Ils sont au total 6 candidats à solliciter les voix des 243 maîtres de salle de taekwondo pour le scrutin du 15 octobre prochain. La campagne a démarré le 23 septembre dernier et va s'achever le jour de l'élection. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.